Bonsoir à tous, merci de nous suivre sur RTI 1, les titres de ce 6 octobre. Le 17e Forum économique sur l'Afrique s'est tenu à Paris en France. Il a été question du futur de l'Afrique à travers l'industrialisation, la technologie et l'entrepreneuriat. La lutte contre les fistules obstétricales au cœur du Forum des premières dames de la CEDEAO à Niamey. La première dame ivoirienne, Dominique Ouattara, a pris part à la rencontre. Elle s'est achevée hier jeudi. Signature du programme de conversion de dette en projet de développement entre la Côte d'Ivoire et l'Espagne. L'objectif est de contribuer au développement économique et social de la Côte d'Ivoire. Et puis en sport football, éliminatoire du mondial de football 2018, les éléphants de Côte d'Ivoire ont affronté les aigles du Mali ce soir. Match nul, 0 but partout. Bienvenue dans ce journal. Le vice-président ivoirien est rentré ce soir de Paris. Daniel Krablon-Duncan y a représenté le président Alassane Ouattara au 17e Forum économique international sur l'Afrique. Il a également eu en marge de la rencontre plusieurs échanges avec des personnalités. Daniel Krablon-Duncan nous fait un point de son séjour à Paris. Nous avons eu l'honneur de représenter le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, qui était invité à cette édition, 17e édition du Forum sur l'Afrique, qui s'est donc tenu à Paris, co-organisé par l'OCDE, l'Union africaine et l'AFD. C'était une réunion importante. Le thème portait sur l'industrialisation de l'Afrique et notamment à travers les technologies et l'entrepreneuriat. C'est une réunion beaucoup courue par les experts des deux continents et nous avons profité de l'occasion pour rencontrer M. Angel Gouria, le secrétaire général de l'OCDE, et M. Mario Pezzini, qui est le responsable du centre européen de l'OCDE à Paris. L'OCDE appuie la Côte d'Ivoire dans le cadre de son plan de développement 2016-2020, notamment pour identifier les contraintes de l'émergence en Côte d'Ivoire et surtout donc aider la Côte d'Ivoire à, disons que, trouver des voies et moyens, notamment financiers et autres, pour atteindre cette émergence. En marge du forum lui-même, il y a eu ce qu'ils appellent Mnet, qui est une rencontre avec les hommes d'affaires des deux continents, mais pour échanger sur ces points dont on a parlé. Et c'est à ce titre, par exemple, nous avons rencontré l'entreprise américaine Johnson & Johnson, qui compte s'installer en Afrique de l'Ouest et probablement donc à partir de la Côte d'Ivoire. L'occasion était assez bonne de rencontrer le président du groupement Le Monde, vous savez, le grand journal que chacun connaît, et qui se propose d'organiser ici à Abidjan, fin du premier semestre 2018, une grande rencontre. Nous avons aussi eu l'occasion de visiter la station F à Paris. C'est un Français, je crois, qui s'appelle Fraissinet, qui a consacré 250 millions d'euros pour bâtir, disons que, une sorte d'incubateur d'entreprise, de start-up, avec 3000 start-up sur 34 000 mètres carrés. C'est quelque chose qu'il fallait voir et nous avons été heureux avec la délégation qui nous accompagne de voir cela. Et sur les 3000, il y a 2 Ivoiriens en train de développer les transferts d'argent, en ce qui concerne le premier, et le deuxième, la promotion du tourisme. C'était une visite riche d'enseignements. Revenons sur la cérémonie de clôture de cette rencontre internationale, le 17e Forum économique sur l'Afrique. Le futur du continent à travers l'industrialisation, la technologie et l'entrepreneuriat, ce sont les grandes lignes abordées. Le vice-président Daniel Krablon-Duncan s'est exprimé sur la transformation en produits finis de nos matières premières agricoles, notamment le café et le cacao. Jérôme Kofi Abolin. Jour du 17e Forum économique international sur l'Afrique, ce jeudi dans la capitale française.
Le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, Daniel Kablan-Duncan, à Paris pour représenter le président de la République, Alassane Ouattara, n'a pas du tout chômé avec sa participation à une réunion tant attendue. La réunion du secteur privé sur l'Afrique du réseau des marchés émergents de l'OCDE. Le vice-président ivoirien a été à cette occasion invité à exposer sur la stratégie d'industrialisation de la Côte d'Ivoire. Actuellement, l'industrie représente 30% du PIB donc, de la Côte d'Ivoire. Il était de 25% jusqu'en 2014. Et notre objectif, c'est de faire en sorte que l'industrie représente 40% du PIB de la Côte d'Ivoire en 2020, qui est l'objectif qui sont fixés. Mais pour ça, il faut travailler sur 5 axes principaux au niveau donc, des secteurs industriels. Le premier axe qui concerne donc l'agro-industrie, qui est le premier élément, c'est-à-dire la transformation des produits comme le café, le cacao, l'anacarde, le palmier à huile, etc., c'est-à-dire les produits d'exportation agricole principaux. Notre objectif, c'est de transformer 50% de ces produits d'ici la période selon les produits 2020-2030. Ça, c'est le premier élément du secteur industriel. Ensuite, transformation donc, des ressources naturelles, les mines, l'or, le pétrole, le gaz. Le gaz, par exemple, est utilisé pour produire l'électricité en Côte d'Ivoire. On pourra en parler. Par exemple, on a beaucoup de centrales thermiques au niveau de la Côte d'Ivoire qui représentent ces ressources, 65% de la production d'électricité en Côte d'Ivoire, qui est autour de 2000 MW. Nous allons passer à 4000 MW donc, en 2020. On va doubler en fait, sur cette période. Et il faut souligner que c'est le secteur privé, national et international, qui construit ces centrales thermiques. Outre cette réunion, il y a eu plusieurs autres rencontres avec le vice-président Daniel Kablan-Duncan, des rencontres d'affaires de type bilatéral qui ont été une fois de plus pour lui l'occasion de faire face à ses interlocuteurs successifs, la promotion de la destination Côte d'Ivoire. Le groupe de presse Le Monde s'intéresse au marché ivoirien. Le président directeur général du groupe a été reçu à Paris par le vice-président ivoirien. Chiram Kofi Abola. Un entretien d'environ 30 minutes entre le président du groupe de presse Le Monde et le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, Daniel Kablan-Duncan, lui Dressus dit être venu rencontrer son hôte présent à Paris à l'occasion du forum économique sur l'Afrique pour lui faire part de son intention d'organiser très prochainement en Côte d'Ivoire un événement économique dans le but d'accroître l'audience de son groupe en Afrique. Nous avons une stratégie de développement en Afrique avec l'ambition de pouvoir toucher un public beaucoup plus large sur le continent africain et surtout de mieux couvrir la transformation de la société africaine et de son économie. Il y a 2 ans, en collaboration et avec le soutien du gouvernement de la République de Côte d'Ivoire, on avait organisé un grand événement avec plus de 2000 personnes sur les enjeux de la croissance en Afrique. Et lors de notre rencontre aujourd'hui, j'ai dit au vice-président qu'on était très désireux d'installer cet événement de manière régulière à Abidjan et de trouver avec lui, avec ses équipes, les moyens que dès le premier semestre 2018, Le Monde à nouveau organise un événement de plusieurs jours ouvert aux Ivoiriens avec des invités par la rédaction du Monde, qui soient africains, français ou de manière plus large internationaux. Pour nous, l'Afrique est un enjeu majeur de développement. On a envie d'aller chercher de nouvelles audiences et on considère que la qualité, le sérieux et l'indépendance de la rédaction du Monde sont des vrais moteurs et qu'ils méritent d'être partagés avec une audience beaucoup plus large. Cette rencontre précède une autre que le vice-président ivoirien Daniel Kablan-Duncan a eue avec le Premier ministre guinéen, toujours en marge de cette 17e édition du Forum économique sur l'Afrique dans la capitale française. Pour les 2 personnalités, les dirigeants africains doivent parler d'une seule voix au sujet de l'industrialisation des matières premières de leurs pays respectifs, conformément au thème choisi, à savoir entrepreneurs et industrialisation en Afrique. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a présidé ce vendredi la cérémonie de signature du programme de conversion des dettes. Elle concerne les projets de développement entre la Côte d'Ivoire et l'Espagne. Herman Guivet. Signature d'un accord entre la République de Côte d'Ivoire et le Royaume d'Espagne. Par la signature de cet accord, les 2 pays viennent de convenir de l'adoption d'un programme de conversion de dettes en projet de développement d'un montant total de 67,3 milliards de francs CFA. Une signature de convention qui s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la pauvreté et l'amélioration des conditions de vie des populations. L'objet de l'accord de conversion de dettes entre nos 2 parties
est de contribuer au développement économique et social de la Côte d'Ivoire par une transformation des créances dues à l'Espagne en projets d'investissement, principalement dans les secteurs de l'énergie et de l'eau en Côte d'Ivoire. Il s'agira en l'occurrence d'améliorer la desserte en services d'eau potable et d'électricité dans le quartier d'Abobo, conformément au plan d'urgence décidé par son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, à travers notamment des travaux de réhabilitation et de renforcement de capacités de distribution et de réseau, ainsi que l'appui aux branchements sociaux. Signature qui contribue également au raffermissement des relations de coopération entre le Royaume d'Espagne et la Côte d'Ivoire. L'accord sur la conversion de la dette ouvre une nouvelle étape pour les échanges économiques et commerciaux entre les deux pays et fait preuve de l'engagement du gouvernement espagnol avec les objectifs de développement du gouvernement ivoirien. L'accord du PCD est donc une fenêtre d'opportunité et un catalyseur des relations commerciales et financières entre les deux pays. Comment s'effectuera ce mécanisme? La Côte d'Ivoire rembourse sa dette directement dans un fonds logé à Abidjan, suivant un échéancier prédéfini. Une fois le remboursement constaté, l'Espagne annulera progressivement la dette ivoirienne dans ses livres à hauteur de 39,92% de 2017 à 2020 et 60,08% de 2020 à 2035. Les ressources qui composent le fonds Côte d'Ivoire-Espagne seront déposées dans un compte courant libellé en francs CFA, agréé par le comité binational qui ne sera assujetti à aucun frais de gestion. Le programme s'étendra du 31 octobre 2017 au 31 décembre 2020. Le forum des premières dames de la CEDEAO a pris fin ce jeudi à Niamey au Niger. Dominique Ouattara, première dame de Côte d'Ivoire, a pris part à cette rencontre qui a planché sur la lutte contre les fistules obstétricales. Abiba Dombele Saoué. Au cours de la cérémonie solennelle au palais des congrès de Niamey, les premières dames ont reçu le soutien des présidents Issoufou Mahamadou de la République du Niger et Faure Gnassingbé, président de la République du Togo et président en exercice de la CEDEAO. Les épouses des chefs d'État se sont engagées à lutter pour l'éradication de la fistule obstétricale en Afrique de l'Ouest et contre les mutilations génitales féminines et l'impact des violences basées sur le genre sur les femmes et les jeunes filles en Afrique de l'Ouest. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a expliqué aux autres premières dames et aux délégations ministérielles la volonté de la Côte d'Ivoire d'arriver à bout de la fistule obstétricale. Dans une déclaration commune, les premières dames de l'espace CEDEAO ont fait 6 propositions pour l'élimination de la fistule obstétricale. Je viens de passer 24 heures au Niger à l'invitation de ma sœur, Madame Malika Issoufou. Et je voudrais tout d'abord les remercier, elle-même et son époux, le président de la République, pour leur accueil aussi chaleureux. J'ai passé quelques heures extrêmement agréables et nous avons beaucoup travaillé avec les premières dames sur l'éradication des fistules obstétricales. Vous savez qu'en Afrique, beaucoup de jeunes filles sont victimes de cela. Donc nous avons beaucoup travaillé sur comment éradiquer cet état de fait, qui est un fait également sociologique, mais qui atteint un peu la dignité de nos filles. Par ailleurs, les épouses des chefs d'État se sont donné rendez-vous à Abidjan du 16 au 18 octobre 2017 pour plancher sur la lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants, en vue du renforcement des systèmes de protection de l'enfant contre les violences, les abus et l'exploitation. Ici en Côte d'Ivoire, 2 nouvelles lignes d'autobus de la Sotra viennent faciliter le déplacement des militaires des 2 camps d'Akwedo. Le ministre de la Défense et la société de transport abidjanais entendent leur permettre d'arriver à l'heure au travail et surtout de regagner plus facilement leur domicile après le service. Michel Digré. Le 426, une nouvelle ligne de bus avec des usagers peu ordinaires. Ce tour d'essai lance le démarrage de cette ligne qui devrait soulager les militaires de l'ancien camp d'Akwedo. Ça serait un impact positif du point de vue où tout le monde pourrait être à l'heure au service et puis permettre aussi à chacun de rentrer tôt à la maison parce que souvent les gens descendent, ils arrivent à 22h, 23h, ils n'ont pas le temps de voir les enfants, tout ça. C'est un peu difficile.
On vivait vraiment d'énormes difficultés pour se rendre dans nos différentes casernes pour le service. Tu vas descendre au niveau de 9 kg ou bien à la 3, te taper tout ce trajet-là pour venir à l'ancien camp. Vraiment, ce n'était pas facile. Le 86 reliera la gare nord d'Adjamé à l'ancien camp d'Akwedo en passant par le carrefour La Vie, l'école de police, la Riviera 2 et le rond-point de la Palmeraie. Une seconde ligne est également ouverte pour les militaires du nouveau camp. Il s'agira de faire des partiels de la ligne 610 qui dessert Bingerville, faire en sorte que les militaires qui vont au travail dans le nouveau camp puissent avoir les autobus à la sortie du camp. Ces deux lignes sont également ouvertes aux usagers civils. Cette initiative du ministère de la Défense consolide le contrat de confiance qui lie le ministre d'État Ahmed Bakayoko aux soldats. Vous vous êtes imposé dès votre prise de fonction le difficile challenge de l'amélioration significative et qualitative des conditions de vie et de travail de vos hommes. En homme pragmatique, vous voici déjà de retour à Akwedo pour procéder au lancement officiel de la ligne de bus en partance et à destination des camps d'Akwedo anciens et nouveaux. Je vous ai promis qu'ensemble, nous allons faire des choses qui ont un sens pour vous. Pour qu'en retour, vous nous donniez une armée disciplinée, une armée exemplaire. Quand vous êtes un leader sous-régional comme la Côte d'Ivoire, on doit pouvoir regarder votre armée avec respect. C'est pourquoi, en venant à ce ministère, je vous ai dit, je ne viens pas faire autre chose que remplir un contrat avec vous, de faire tout ce qui est à mon pouvoir, dans ma position de ministre, pour vous comprendre, pour comprendre vos problèmes et d'y apporter des solutions, pour qu'en retour, vous donniez à la nation l'image et le comportement d'une armée exemplaire, une armée modèle. Le ministre de la Défense a par ailleurs annoncé pour les mois à venir d'importants travaux de construction d'hôpitaux et de réfectoires pour les militaires du pays. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité porte à la connaissance des ressortissants des pays hors CEDEAO que les opérations d'enrôlement en vue de la délivrance de la carte de résident biométrique démarrent le lundi 9 octobre 2017 à partir de 7h30 au centre de demande carte de résident ONI situé à Cocody, les deux plateaux Vallon, derrière le commissariat de police du 12e arrondissement. Pour toute information complémentaire, appelez au 20 00 48 76 ou consultez le site web carteresident.ci. Ce communiqué est signé Sidiki Diakité, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Une délégation burkinabé conduite par le ministre des Transports, de la Mobilité et de la Sécurité routière effectue depuis hier une visite de travail en Côte d'Ivoire. Elle a été reçue par le ministre ivoirien des Transports Amadou Koné. Les deux parties ont planché sur les projets en commun dans le domaine des transports, notamment la réhabilitation du chemin de fer Abidjan-Ouagadougou et son prolongement sur Kaya. Le prix Nobel de la paix 2017 a été décerné à la Coalition internationale pour l'abolition des armes nucléaires pour ses efforts contre ces armes de destruction massive au cœur de tensions internationales en Iran et en Corée du Nord. Sidonie Davila. ICAN, la coalition regroupant des centaines d'ONG, s'est vue attribuer le prix Nobel de la paix. Une récompense pour avoir contribué à l'adoption cette année d'un traité historique d'interdiction de l'arme atomique. Depuis sa création en 2007, la coalition ICAN a fait valoir que le recours aux armes nucléaires aurait des conséquences catastrophiques, ce qui rend indispensable leur élimination. La campagne est soutenue par de nombreux militants de base, mais aussi par d'anciens prix Nobel tels que Desmond Tutu, le Dalai Lama et d'autres personnalités. L'Alliance Atlantique partage cet objectif avec la coalition ICAN, mais regrette que les conditions pour aboutir à un désarmement nucléaire ne soient aujourd'hui pas favorables. Le Kremlin a dit respecter le choix du comité Nobel.
Ce comité norvégien a choisi d'auréoler les efforts antinucléaires au moment où le président américain Donald Trump menace de remettre en cause l'accord historique sur le nucléaire iranien de 2015 et est engagé dans une escalade verbale avec le leader nord-coréen Kim Jong-un. Depuis la création du prix, 19 ont déjà été décernés à la lutte antinucléaire. Le prix Nobel de la paix 2017, attribué ce vendredi à la coalition ICAN, est doté de près d'1 million d'euros. Il sera remis à Oslo, la capitale norvégienne, le 10 décembre 2017. Le paiement de la facture d'eau en Côte d'Ivoire va maintenant se faire tous les 2 mois et plus 3 mois, mais la mesure est loin de satisfaire les populations. Quelles sont les raisons de ce mécontentement? Qu'est-ce que cette nouvelle mesure implique réellement? Ami Sissoko. 2 mois et plus 3. C'est désormais la fréquence à laquelle les factures d'eau seront soumises aux populations ivoiriennes. La mesure qui entre en vigueur dès janvier 2018 a été prise en Conseil des ministres le 2 août dernier. Au titre du ministère des Infrastructures économiques, le Conseil a adopté une communication relative à l'accès à l'eau potable à un coût abordable pour tous dans le cadre de la lutte contre la vie chère et dans le cadre du projet dénommé Eau pour tous. Ce programme inclut, outre la réalisation d'infrastructures, la réhabilitation d'infrastructures, la mise en œuvre d'un certain nombre de décisions concernant par exemple la fréquence de facturation des consommations d'eau qui va passer de 3 mois à 2 mois, intercalée avec les factures d'électricité. Payer désormais sa facture d'eau tous les 2 mois, ce choix du gouvernement ivoirien est loin de faire l'unanimité. Les réactions divergent du côté des populations. Si certains sont surpris de la prendre, d'autres trouvent la pilule difficile à avaler. On a été un peu surpris, mais bon, je peux dire qu'on peut faire avec parce que nous, on ne peut pas changer la décision des autorités. Sinon qu'avec les 3 mois, c'était encore mieux. Les Ivoiriens sont habitués à payer une facture d'eau à 3 mois, puisqu'il y a la facture de courant qui est là, qui fait 2 mois. Donc on ne peut pas nous dire aujourd'hui qu'on va payer une facture d'eau dans 2 mois. C'est seulement à la télé qu'on nous avait appris, on s'attendait peut-être à une baisse du tarif. Et ça a des effets quand même, je veux dire, un peu compliqués sur nous. Ce n'est pas une bonne affaire pour les consommateurs. Quand il lit la facture, au niveau des taxes, ça va faire un plus pour le consommateur. Les taxes qu'on payait pour 3 mois, désormais on va le payer pour 2 mois. Passé de 3 à 2 mois, les confédérations des consommateurs ne manquent pas de s'interroger sur l'opportunité de cette décision au moment où le gouvernement met en œuvre sa politique de lutte contre la cherté de la vie. Ce que nous disons, il faut mener les réflexions en profondeur, de telle sorte que l'eau étant une nécessité pour tous les consommateurs, qu'ils soient en ville ou en campagne, que la mesure qui est d'apporter de l'eau ne produise pas l'effet contraire. Le ministère des Infrastructures économiques est formel. En charge de la question, il souligne que la nouvelle mesure vient faciliter à la population le règlement de sa consommation d'eau. Il y a beaucoup d'Ivoiriens qui n'arrivent pas à payer leurs factures. Lorsque vous prenez un citoyen qui est payé au SMIC, c'est-à-dire qui est payé à 60 000 francs CFA, vous comprenez que l'Ivoirien qui a 6 000 francs de facture à payer tous les 3 mois, avec un salaire de 60 000, ça fait 10% de son salaire. Lorsque la facture arrive, il ne peut pas la payer. On va alterner tous les mois. Si ce mois, vous avez payé la facture de CIE, le mois d'après, vous payez la facture de SODECI. C'est simplement pour pouvoir alterner que nous avons adopté la périodicité de 2 mois. Face à ceux qui estiment que cette décision n'est qu'une autre façon malicieuse d'augmenter les taxes sur les factures, le ministre Amédée Kofi Kwaku rassure. Quand vous avez 6 000 francs à payer, dans les 6 000 francs à payer tous les 3 mois, il y a l'ensemble des taxes qui sont incluses là-dedans. Donc, ce n'est pas que les taxes d'assainissement vont être sorties. Les 6 000 francs, c'est y compris l'ensemble des taxes. Donc, si on ramène à 2 mois, toutes ces taxes ce sera donc payé au prorata. C'est pour ça que j'ai simplifié, pour dire que la facture de 6 000 francs qui comprend l'ensemble des taxes, désormais, quand vous allez payer 4 000 francs tous les 2 mois, mais c'est y compris l'ensemble des taxes. Donc, si on fait le bilan en fin d'année, ça ne change rien. La réforme de la facturation de la SODECI s'inscrit dans le projet Eau pour tous, dont elle va valoriser le succès.
pour résorber le déficit en eau potable, surtout corriger le dysfonctionnement des réseaux de distribution d'eau en Côte d'Ivoire. Ce sont 200 milliards de francs CFA qui vont être injectés dans le projet qui vise à donner de l'eau à 95% de la population d'ici 2020, contre environ 70% actuellement. Le projet Eau pour tous, c'est la réhabilitation de 21 000 pompes villageoises, la construction de 220 châteaux d'eau, le raccordement de 450 000 abonnés sociaux à 1 000 francs CFA au lieu de 147 000 francs et qui s'ajoutent à plus de 930 000 déjà raccordés. L'augmentation de la capacité de la production d'eau dans les chefs-lieux de région en fait également partie. À tout cela s'ajoute l'ensemble des projets structurants, l'extension et la densification du réseau des grandes villes. Ce sont au total 1 320 milliards de francs CFA qui seront injectés par le gouvernement pour l'accès à l'eau pour tous. Le ministère de l'Industrie et des Mines vient de procéder à la signature d'une convention avec une compagnie minière chinoise. La compagnie veut développer ses activités dans la mine de manganèse de Lozoa, c'est dans la région du Lodjibois. 6,5 milliards de francs CFA, c'est le coût total des investissements dans cette mine qui exploite à ce jour près de 300 emplois directs. Godefroy Okambawa et Jean-Louis Bango. Une unité d'enrichissement concentré du minerai de basse teneur pour un investissement de 2 milliards de francs CFA à Lozoa, dans la région du Lodjibois. La compagnie minière du littoral, CML, s'engage dans la nouvelle convention signée avec l'État de Côte d'Ivoire de réaliser ce projet au bénéfice des populations avec 100 emplois directs additionnels pour une période de 10 ans. La compagnie minière exploite la mine de Lozoa depuis 2013 avec plus d'1 million de tonnes de manganèse produits. 6,5 milliards de francs CFA ont été investis pour l'ouverture de cette mine qui a généré 292 emplois directs. Des acquisitions supplémentaires d'équipements de mine sont en cours. Pour le ministre de l'Industrie et des Mines, Jean-Claude Brou, cette signature de convention marque le début d'une étape importante dans La direction des assurances sensibilise les opérateurs économiques concernés par l'obligation d'assurance de responsabilité civile. L'objectif étant de faire respecter l'obligation d'assurance dans tous les secteurs d'activité. Jean-Luc Mangbo nous explique. Le secteur des assurances en Côte d'Ivoire a réalisé un chiffre d'affaires de 308 milliards de francs CFA en 2016. Ce qui représente un accroissement moyen de 8% depuis 2010. Mais ce secteur reste malgré tout confronté à un faible taux de pénétration estimé à 1,7%. Les pouvoirs publics ont pris des tests pour rendre obligatoire pour certaines professions l'assurance de responsabilité civile professionnelle. Mais cette obligation-là n'est pas toujours respectée, soit par ignorance des différents acteurs. Et la campagne que nous menons aujourd'hui s'agit de sensibiliser ces acteurs-là. La campagne de sensibilisation vise ainsi à rappeler le bien fondé de l'assurance. On ne sait pas à qui on peut causer des dommages. Donc on protège la population et en même temps les entreprises qui prennent cette police-là protègent leurs activités. Parce que lorsque elles sont frappées par de lourdes condamnations, si elles n'ont pas d'assurance, certaines peuvent disparaître. Moment d'échange avec les assurables et le public, cette session a été l'occasion pour la direction des assurances d'expliquer l'assurance CEDEAO récemment introduite en Côte d'Ivoire. L'assurance CEDEAO, en fait, c'est pour couvrir les sinistres transfrontaliers. C'est-à-dire que vous êtes en Côte d'Ivoire, vous partez au Ghana, vous pouvez causer des dommages au Ghana, à un Ghanéen ou à des ouvrages ghanéens. Et donc cette assurance, c'est pour prendre en charge les dommages que vous causez dans un autre pays. Notons que cette conférence s'est tenue dans le cadre de la première édition du Salon africain des assurances organisé à Abidjan du 5 au 7 octobre 2017.
Le patronat ivoirien a procédé à l'élection de 13 membres représentant les collèges des associations, des très grandes entreprises, des grandes entreprises, des moyennes entreprises et des petites entreprises. C'est la première fois que le patronat procède par élection dans le cadre du renouvellement des membres du conseil d'administration. Le patronat ivoirien, c'est 15 000 entreprises, 24 groupements et associations, 200 000 employés, plus de 80% de contributions aux recettes de l'État pour un chiffre d'affaires de 14 000 milliards de francs CFA. Partenariat entre l'Assemblée des régions et districts de Côte d'Ivoire et le Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire. Il est question d'œuvrer de concert à la création d'entreprises dans chacune des 31 régions du pays. Justine Diké. L'Assemblée des régions et districts de Côte d'Ivoire, ARDCI, et le Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire, CEPICI, ensemble pour la création d'emplois, voire le développement des 31 régions de Côte d'Ivoire. La RDCI envisage de créer 10 entreprises dans chaque région, soit 310 petites et moyennes entreprises pouvant générer 10 000 emplois directs et indirects. Et elle entend s'appuyer sur le CEPICI pour réussir ce pari. Le président de la République a pris un décret qui autorise les collectivités territoriales à signer des partenariats avec le privé. Nous, ici à la RDCI, nous avons signé avec le MEDEF, qui est le patronat français. Et l'apport du CEPICI va accélérer le processus d'implantation. C'est un appel d'air pour le privé, pour les partenaires privés pour s'installer sur tout le territoire national. Le CEPICI se veut un partenaire incontournable en étant plus proche des collectivités locales pour les rendre plus attractives. Quand on parle de la Côte d'Ivoire, c'est bien de pouvoir à l'intérieur de la Côte d'Ivoire dire il y a telle région où il y a telle opportunité. Alors, les projets sont divers. Il y a des régions qui sont fortement touristiques. Il faut mettre en évidence cette richesse. Il y en a qui sont très agricoles, il y en a qui sont très minières, il y en a qui sont très services, il y en a qui sont très artisanales. Donc, c'est cette cartographie des régions qui nous permettent de pouvoir aller vendre la Côte d'Ivoire, certes, mais vendre aussi des régions avec des projets. Un partenariat scellé à travers ce protocole d'accord qui augure des lendemains meilleurs pour les populations parce qu'il va contribuer à la croissance économique et au développement de la Côte d'Ivoire avec la mise en œuvre du Plan national de développement PND 2016-2020 d'un coût global de 30 000 milliards de francs CFA, dont 18 000 milliards 700 millions de francs CFA attendus du secteur privé. Le secrétariat d'État chargé de l'enseignement technique et de la formation professionnelle met en place un comité paritaire. Il est chargé du pilotage du partenariat en matière de formation, d'instituer une nouvelle gouvernance dans les établissements de formation et d'organiser le fonctionnement des branches à travers un partenariat public-privé solide. Issaïo. Un comité paritaire de pilotage du partenariat en matière de formation professionnelle et technique existe désormais pour redynamiser les filières professionnelles et techniques en Côte d'Ivoire. La première réunion du comité a été l'occasion pour ses membres de solliciter un partenariat public-privé en vue de mettre fin au dysfonctionnement dans la formation professionnelle et technique. Les emplois, c'est nous. Donc il faut que les produits qui sont formés, qui sortent des centres de formation correspondent d'abord véritablement aux besoins de l'économie nationale, mais correspondent aux besoins des entreprises du secteur privé. Donc nous sortons vraiment reconfortés de cette rencontre-là, puisque nous avons validé un certain nombre de textes sur la gouvernance, des textes sur les branches professionnelles. Mais nous voulons formuler l'espoir qu'au-delà de ces textes, Monsieur le ministre, que ça soit traduit véritablement dans la réalité. La réforme de la formation professionnelle et technique en cours permettra de prendre en compte la question de l'emploi dans le secteur. Nous avons un secteur privé de plus en plus dynamique qui est confronté à un réel problème de main-d'œuvre qualifiée. Notre dispositif est censé apporter une réponse. La réponse n'est pas encore satisfaisante, d'où les réformes que nous sommes en train de faire. Et ces réformes ne peuvent pas se faire sans l'appui du secteur privé, sans l'amener à participer et à exprimer sa vision. Toutes les questions en rapport avec la formation professionnelle
seront débattus donc dans le cadre de ce CPP. 8 établissements de l'enseignement professionnel et technique ont été choisis par les membres du comité paritaire de pilotage du partenariat en matière de formation professionnelle et technique pour avoir une gestion autonome. Le secrétaire d'État chargé de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, Touré Mamadou, préside ce comité. Dans l'enseignement supérieur, l'actualité, c'est la mise en place d'une nouvelle politique pour développer l'efficacité, l'esprit de créativité et une équité des chances. Il s'agit aussi de donner aux instances universitaires les moyens de leur performance. Marcel Alla et Franck Quadio. Un système d'enseignement supérieur et de recherche de qualité. L'objectif de l'État depuis 2013, symbolisé par la modernisation des infrastructures universitaires. Le gouvernement a mis en place un programme de décentralisation des universités qui a permis la réhabilitation et l'équipement des universités existantes, mais aussi la création de nouvelles universités, dont l'université de Mans, l'université virtuelle de Côte d'Ivoire. Pas de géant pour les différentes universités publiques et établissements de formation supérieure en Côte d'Ivoire, mais des efforts peu visibles. Il fallait une solution. Une des contraintes majeures, c'est la massification au niveau de nos établissements d'enseignement supérieur et de recherche. Et la solution qui est idoine, c'est de mettre en place des véritables contrats de performance entre l'État, à travers le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et les établissements d'enseignement supérieur. Le contrat de performance au centre alors de cette rencontre entre tutelle, monde universitaire et partenaires financiers. Le contrat de performance, c'est l'allocation de ressources par l'État ou par les partenaires techniques ou financiers ou les ressources additionnelles mais de l'université de façon contractuelle. C'est-à-dire à travers des objectifs clairs et précis. Il s'agit également pour l'État de suivre, de demander des comptes aux universités et aux grandes écoles sur la base des moyens importants qu'il met à la disposition des institutions d'enseignement supérieur. L'État qui s'engage avec ses moyens sur les axes prioritaires tels le développement des infrastructures, l'amélioration de la formation et de la recherche, le principe du contrat de performance, un principe participatif. Évaluation du financement et modalités d'application soumises aux experts et acteurs du système universitaire qui disent avoir beaucoup à gagner. Plusieurs membres du gouvernement, Kandia Kamara, ministre de l'Éducation nationale, partenaire privilégié, Raymond Goudou Kofi de la Santé et Bruno Nabanye-Kone, ministre de la Communication, sont venus apporter leur soutien. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, avec l'appui du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, a procédé ce vendredi à la saisie et à la destruction de médicaments illicites vendus dans le marché Roxy de la commune d'Adjamé. Ces produits contrefaits ont été incinérés par la police. Cette opération vise à lutter contre la contrefaçon dans le domaine de la santé. Plus de 330 tonnes de médicaments estimés à plus de 13 milliards de francs CFA ont été saisis au cours de cette année 2017. Élection présidentielle au Libéria le 10 octobre prochain, le premier transfert pacifique du pouvoir dans le Libéria d'après-guerre. Au moins 20 candidats se disputent la présidence. Plus de 2 millions de Libériens sont inscrits sur les listes électorales. Les Libériens veulent tous la même chose, des élections paisibles. Gabriel Zani leur a tendu son micro dans les rues de Monrovia. Des jeunes filles en pleine campagne de sensibilisation pour la paix à Congo-Town, un quartier chic de Monrovia. Dans leur tournée, elles rejoignent d'autres femmes regroupées en face de la résidence de la présidente du Libéria, un sitting pour des élections pacifiques. Nous sommes ici pour vous remercier pour les prières que vous avez faites pour la paix au Libéria après toutes ces années de guerre civile. Nous nous en remettons à Dieu et nous savons qu'il nous offrira des élections pacifiques. Awa Jaliba, 69 ans, cette activiste a connu la guerre civile. La guerre est terrible, c'est difficile. Nous ne pouvions rien faire. Nous avons fui la guerre pour nous retrouver dans les zones rurales. Après la transition, nous sommes revenus pour parler de paix dans la ville, dans les rues. Ce que nous voulons, c'est la paix. Nous sommes fatigués de la guerre. Une période difficile à ne plus rééditer. Je veux que l'élection soit paisible et que tous les Libériens
acceptent les résultats des élections. Après plus de 2 décennies d'instabilité politique, dont 14 années de guerre civile, presque tout devient urgent au Libéria. L'éducation des enfants, les infrastructures de santé, l'emploi des jeunes. On espère du futur président libérien qu'il soit patriote, qu'il aime le pays, qu'il soit un support pour les familles en détresse, parce que le Libéria a beaucoup de familles en détresse après la guerre, qu'il investisse dans l'éducation, parce que personne ne le fera à la place des Libériens. Et puis sport football pour terminer, éliminatoire du mondial 2018, 0-0, score de la rencontre Côte d'Ivoire-Mali jouée ce soir au Mali. La Côte d'Ivoire a encore ses chances d'aller en Russie. Le match entre le Gabon et le Maroc sera décisif. Et c'est la fin de ce journal supervisé par Sylvie Touré et réalisé par Baker. Excellente fin de soirée à tous sur RTI 1.